Bonjour et bienvenue à tous pour ce 23e épisode de L'Aubry qui court. Cette semaine, on est de retour à Bruxelles pour une semaine de travail parlementaire, mais aussi avec un pied dans l'immobilisation sociale en France, mobilisation sociale dont on va vous parler évidemment avec les nouvelles formes que prend cette mobilisation qui lâche rien contre la réforme des retraites. Je vais aussi vous parler cette semaine des nouveaux chiffres alarmants sur l'explosion des inégalités avec un petit clin d'œil pour mes anciens collègues d'Oxfam. Et puis cette semaine, je vais aussi lancer un bon coup de gueule contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, qui est un scandale à la fois social et écologique et bizarrement dont personne ne parle. Et pour notre coin des lobbies, on va s'intéresser de très près à l'autorité bancaire européenne qui mériterait un bon lancer de pantoufles. On vous explique tout ça, générique. Comme chaque semaine depuis un mois et demi, comment ne pas commencer cette Aubry qui court par vous parler de la mobilisation sociale sur le front des retraites. Cette semaine encore, on a eu de nombreuses actions, marches au flambeau, manifestations, piquets de grève. Alors évidemment, la mobilisation se fait de plus en plus difficile. On va pas se mentir ou faire semblant, les gens ils sont fatigués, ruinés, épuisés. Forcément, les fiches de paye, quand on en est au deuxième mois où les fiches de paye vont être proches de zéro, à la fin, le gouvernement joue l'usure et joue l'usure financière. Et c'est normal, après plus d'1,5 mois de mobilisation, ce qui est historique dans l'histoire des mobilisations françaises. Et il faut pas s'étonner que les gens commencent à réfléchir d'un point de vue financier, d'un point de vue de la fatigue. Et forcément, le gouvernement et Emmanuel Macron se disent « Chouette, formidable, regardez, on a gagné. Les gens sont moins mobilisés, ils font moins grève, ça y est, on les a eu à l'usure, donc on a raison. » Et c'est ça que le gouvernement pense. C'est qu'une mobilisation qui est fatiguée, qui est usée, donc ça leur donne raison, alors qu'une majorité de la population continue de soutenir la mobilisation sociale, continue d'être opposée à la réforme. Et la méthode de victoire du gouvernement, c'est humilier, mépriser, brutaliser. Mais ça n'a rien d'une victoire en réalité en politique. Et la phrase de Sibeth Ndiaye, qui est la porte-parole du gouvernement, de ce point de vue-là, elle est assez symptomatique. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. Voilà la plus grande victoire du gouvernement, provoquer de la violence pour faire les réformes pour lesquelles ils ont été élus. Soit dit en passant, la réforme des retraites, c'est pas tout à fait pour ça qu'ils ont été élus, mais ça veut dire que derrière, ils assument cette dimension de violence, et pour moi, c'est pas une maladresse d'expression, c'est juste un résumé du fond de la pensée de Macron, qui se voit un peu comme un messie qui va sauver la France de ces gauchistes, de la méchante CGT ou des immondes ou des violents gilets jaunes. Et d'ailleurs, le parallèle avec les gilets jaunes est assez fort et assez symptomatique parce que il assume là aussi une brutalité policière qui épargnait jusqu'à présent les mobilisations syndicales et cherche à discréditer tout le mouvement social en les pointant du doigt, en disant qu'ils sont violents, factieux, homophobes, bref, toutes les insultes qu'on a vues pendant un an. Le problème, c'est que sa stratégie, forcément, elle ne peut marcher qu'à court terme. Et à long terme, elle ne peut pas marcher parce qu'elle crée du ressenti, qu'elle crée de la frustration et que cette frustration-là va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, on le voit, la mobilisation prend de nouvelles formes avec les avocats qui sont super mobilisés, mais aussi toutes les professions qui rejettent quasiment leur outil de travail, qui lancent leur robe d'avocat, qui lancent leur blouse d'infirmière, qui lancent leur code du travail pour les inspecteurs du travail. Ces formes un peu de désobéissance civique qui disent dans notre travail à nous, on ne se voit pas travailler jusqu'à 64, 67, 68 ans pour les plus jeunes générations. Et grâce à cette mobilisation, on redécouvre aussi le beau, le lyrisme de la mobilisation sociale avec les très beaux moments de concert qu'on a eu de la part de l'Opéra de Paris. Ce qui montre aussi la beauté et la force de cette mobilisation sociale, sa diversité. Et quand on parle de diversité, cette semaine, un nouveau front est encore mené du point de vue de la mobilisation sociale avec les profs qui se révoltent contre les épreuves
de contrôle continu pour le baccalauréat. Alors décidément, Emmanuel Macron a pas fini de semer le bazar dans tout le pays. Cette semaine, vous l'avez sûrement vu, les grandes élites et les grands puissants de ce monde se réunissent à Davos. C'est leur tradition, chaque année, ils viennent avec leur petit jet privé dans la station très huppée suisse de Davos qui est bouclée complètement pour la semaine et ils vont disserter sur l'avenir du monde qui surtout ne va pas très bien. Et c'est le moment choisi, comme chaque année, pour l'ONG Oxfam pour sortir son rapport sur les inégalités. Alors pour être honnête, ça fait un peu bizarre de parler d'Oxfam à la troisième personne parce que c'est le rapport sur lequel j'ai travaillé chaque année depuis que ce rapport sortait. Et donc c'est la première fois que je le vois de l'extérieur. Forcément, j'en ai beaucoup discuté avec mes anciens collègues qui ont pris le relais et qui travaillent sur ce rapport. Et force est de constater que pendant cette année où j'ai quitté Oxfam, eh bien, les inégalités ont continué d'exploser, comme le prouvent les chiffres qui sont alarmants en la matière. Les 1% les plus riches possèdent plus du double des richesses par rapport aux 90% de la population mondiale. Plus de 2000 milliardaires au niveau mondial. Plus de richesses que 4,6 milliards de personnes dans le monde ajoutées. Les 2/3 des milliardaires tirent leur richesse d'un héritage, de népotisme ou d'une situation de monopole. Et forcément, quand on parle d'inégalité, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et dans les perdants, il y a souvent un sexe qu'on retrouve en particulier, les femmes, qui sont les grandes perdantes, parce que si on regarde les chiffres en faisant la différence entre les hommes et les femmes, en réalité, les hommes détiennent 50% de richesse en plus par rapport aux femmes. Et les femmes, en réalité, aussi détiennent des richesses qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer puisqu'elles sont en charge, par exemple, de plus de 3/4 du travail domestique, un travail qui est souvent très peu rémunéré, pas rémunéré et qui pourtant joue un rôle essentiel dans nos sociétés. Ça va, dans certaines sociétés, de aller chercher de l'eau, à s'occuper des enfants, à faire à manger. Et que si on valorise financièrement ce travail domestique, il vaut plus de 10 800 milliards de dollars, ce qui est une somme colossale et qui illustre à quel point ces inégalités économiques sont et avant tout des inégalités entre les hommes et les femmes. Et malheureusement, dans ce constat global, la France n'échappe pas à l'explosion des inégalités, en particulier depuis qu'un certain Emmanuel Macron s'évertue à faire une politique en faveur des plus riches, et là aussi les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, 7 milliardaires possèdent plus que 30% de la population la plus pauvre française. Les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses du pays. Si quelqu'un avait économisé 8 000 € par jour depuis la Révolution française, donc depuis 1789, il totaliserait aujourd'hui seulement 1% de la richesse de Bernard Arnault. Le PDG de Sanofi gagne 343 fois le salaire d'un aide-soignant. Et pendant ce temps-là, depuis 2018, la France compte 400 000 pauvres supplémentaires. Les inégalités économiques, on les documente chaque année, mais c'est pas comme si on ne connaissait pas leurs sources, leurs origines. Les inégalités, elles sont le résultat de choix politiques. Par exemple, quand un gouvernement, comme en France, choisit de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est de l'argent qu'elle redonne aux plus riches et qui creuse les inégalités. Et on voit que la réponse du gouvernement est de faire précisément cette politique en faveur des plus riches. Et cette même semaine où se tient ce sommet des riches à Davos, cette même semaine où sortent ces chiffres qui montrent l'explosion des inégalités, la seule réponse politique du gouvernement a été de dérouler le tapis rouge, d'inviter les 200 plus grands patrons au monde à Versailles et de leur dire venez choisir la France. C'était leur sommet Choose France. On a envie de leur dire venez choisir la France, mais payez vos impôts en France et participez à la redistribution des richesses, au financement de nos services publics, qui sont des outils indispensables pour lutter contre les inégalités et pourtant que le gouvernement préfère saccager. L'enjeu, c'est quel débouché politique on donne à cette explosion des inégalités, quelle réponse on y apporte. Et de ce point de vue-là, il y a aussi des développements assez intéressants ces derniers jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, on va vous remettre le lien. Il y a eu une tribune commune qui a été signée par
la CGT, des ONG, des associations comme Attac. Ça fait suite aussi à l'organisation d'une conférence la semaine dernière. Et ensemble, ils essaient de dessiner un projet de société qui permettent à la fois de lutter contre les inégalités et de lutter contre le réchauffement climatique et le changement climatique. Et c'est au cœur même de ce que nous, on veut proposer dans le cadre de notre Green New Deal ou de notre pacte des jours heureux. Ça prend différentes formes, on peut aussi parler de front populaire écologique, mais dans tous les cas, c'est comment on lie les questions écologiques aux questions sociales et comment la lutte contre les inégalités et le changement climatique sont deux questions qui sont intimement liées. C'est d'ailleurs un pas historique d'avoir des syndicats à nos côtés dans cette bataille. Le fait que la CGT, par exemple, assume d'avoir un discours radicalement écologique et de tourner le dos aux idéaux productivistes, c'est un pas qui est vraiment intéressant. Et notre rôle et notre responsabilité, à la fois parce que j'ai mon ancienne casquette associative d'Oxfam, mais aussi parce que je pense que c'est l'avenir politique, c'est d'accompagner tout ce modèle politique qui se développe et d'accompagner cette révolution qui doit être écologique et sociale, ou alors qui ne sera pas. Je voulais passer cette semaine un coup de gueule face à une actualité qui devrait faire la une et qui pourtant semble passer inaperçue. Ici au Parlement européen, cette semaine, la commission en charge des affaires commerciales, la commission INTA, a voté en faveur d'un accord de libre-échange avec le Vietnam. Oui, un nouvel accord de libre-échange, alors même que ces accords de libre-échange, vous vous souvenez, pendant la campagne pour les élections européennes, était un des sujets majeurs et un des sujets principaux. Et pourtant, là, quasiment aucun média, j'ai bien cherché, n'a relayé cette information alors qu'on est à 3 semaines du vote en session plénière. Et j'ai envie d'interpeller la presse française qui nous regarde. Alors que les traités de libre-échange ont été au cœur de la campagne pour les élections européennes. Alors que les traités de libre-échange sont une question majeure et centrale pour l'intérêt général, alors qu'on nous parle du Green Deal du matin au soir et que les traités de libre-échange ont un impact sur un impact majeur au niveau écologique, est-ce que ce traité de libre-échange avec le Vietnam ne mérite-t-il pas quelque part quelques lignes ou au moins l'once d'un débat public sur un sujet aussi majeur que celui-là? Vous ne pourrez pas vous réveiller au moment de la ratification de ce traité par l'Assemblée nationale, car il sera trop tard. Alors j'espère que la presse qui nous regarde prendra le temps de s'intéresser de très près à cet accord de libre-échange qui est terrible à tout point de vue, qui est terrible d'un point de vue de droit du travail, puisque on a un certain nombre d'entreprises au Vietnam comme Samsung qui produisent des produits électroniques tout en violant le droit du travail, que globalement l'État du Vietnam, qui est un État autoritaire, est pas connu pour son respect de la liberté d'expression. Comme vous pouvez l'imaginer, les Insoumis et notre groupe de la gauche unitaire européenne s'est opposé à ce traité de libre-échange et continuera à se mobiliser parce qu'on l'a vu sur le CETA, seule la pression publique peut avoir une influence et une importance sur l'attitude des eurodéputés. Alors avec votre aide, de la société civile et des citoyens, j'espère que ce sujet montera et qu'on entendra et qu'on demandera des comptes à tous ceux, y compris les socialistes, qui votent en faveur d'un libre-échange toujours plus effréné. Il y en a qui mériteraient un bon lancer de pantoufles au niveau européen aussi. Allez, générique. Alors, on vous a beaucoup parlé dans les mois précédents de conflits d'intérêts au sein des institutions européennes. Et dans notre coin des lobbies, on voulait vous montrer à quel point et avec quelle facilité certains passent du contrôle public au lobby directement et atterrissent dans notre coin des lobbies. C'est le cas souvent au niveau européen pour des agences européennes qui sont moins connues du grand public, là où il y a moins de contrôle. Et c'est le cas, on voulait vous parler de cette semaine de l'autorité bancaire européenne qui nous a offert un des pires exemples. Comme dit son nom, cette autorité, elle est censée contrôler les banques européennes. C'est quand même pas un petit sujet au niveau européen. Et pourtant, son actuel directeur, qui va quitter l'autorité bancaire européenne pour aller rejoindre l'AFME, qui certainement vous connaissez pas, mais l'AFME, c'est le principal lobby bancaire européen qui déclare quand même plus de 5 millions d'euros de dépenses annuelles de lobbying. Et l'histoire s'arrête pas là, parce que ce directeur, faut le remplacer. Et donc, qui est candidat
l'ancien directeur de ce même lobby bancaire européen. Bref, petit arrangement entre amis, on contrôle les banques, puis on va travailler au lobby bancaire européen, et puis on récupère un lobbyiste à la tête de ceux qui sont censés contrôler les banques. Bref, la boucle est bouclée. Ça en dit assez long. Il y a le médiateur européen qui a bien lancé une enquête, mais malheureusement, il n'a pas les moyens ni l'autorité de s'opposer à ce cas d'école de ce qu'on appelle le pantouflage au niveau européen, de ces allers-retours entre le privé et le public. C'est pour ça que nous, on continue à demander une autorité indépendante de contrôle des conflits d'intérêts qui serait en charge de contrôler ce type de situation, évidemment, de les éviter et qui aurait les ressources nécessaires permettant de contrôler les fonctionnaires européens. Et en France, les cas de pantouflage existent aussi. C'est pour ça, et on voulait saluer leur action, que l'association Attaque avait organisé un lancer de pantoufles auprès du ministère des Finances à Bercy pour dénoncer ces cas d'aller-retour entre privé et le public, qu'on appelle le pantouflage. Alors, je voulais dire à nos amis d'Attaque, si jamais il vous reste quelques petites charentaises sous les bras, n'hésitez pas à venir à Bruxelles pour aller lancer quelques petites pantoufles auprès des institutions européennes. Et petite dédicace à notre ami président du Parlement européen. Je sais pas si j'ai le droit de dire qu'on peut faire un petit lancer de pantoufles, ou alors si je vais me prendre encore une nouvelle sanction, peut-être pour mise en danger textile de nos institutions européennes. Manon, il y a la conclusion à faire. Ah oui, c'est vrai. Avant de partir en manif, rapidement, c'est la fin de ce 23e épisode de L'Aubry qui court. La semaine prochaine, nous, on va se retrouver pour une mini-session plénière à Bruxelles qui va notamment débattre du Brexit, puisque c'est la dernière semaine où siègent nos collègues britanniques. On prendra le temps de se débriefer tous les enjeux autour du Brexit. Je suis aussi ce week-end à Pau pour un événement avec Emmaüs puis avec les Insoumis. C'est important d'être sur le terrain. Et en parlant de terrain, la mobilisation sociale continue. Bravo à toutes celles et à tous ceux qui se battent de quelque manière que ce soit. Vous êtes incroyables et formidables. Et du coup, nous, on repart en manif à cause de Macron. C'est la chute des pensions pour Fatou et Marion à cause de Macron.